Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui porte sur le traumatisme historique, la guérison autochtone et les approches décoloniales en recherche. Mon objectif aujourd'hui est de montrer comment les traumatismes n'est pas seulement individuels, mais collectifs, ancrés dans la mémoire, le territoire et la transmission culturelle, et comment les méthodes de guérison et les formes de recherche décoloniale permettent de répondre à ces réalités de manière éthique et respectueuse. Et j'aimerais situer un peu le sujet de manière globale et expliquer pourquoi il est fondamental de s'y intéresser. Lorsqu'on parle du traumatisme historique, on parle des expériences collectives de violence qui s'entendent sur plusieurs générations. Il ne s'agit pas seulement d'événements isolés, mais d'un système entier. Un système colonial qui cherche à effacer les langues, les pratiques, les spiritualités et les structures familiales autochtones. Ce traumatisme est à la fois psychologique, politique, social et culturel. Il s'inscrit dans la durée et il continue d'être ressenti aujourd'hui. Que ce soit dans la santé mentale, dans la dynamique familiale, dans la transmission intergénérationnelle ou dans les rapports entre la communauté autochtone et les institutions canadiennes. Dans mon travail, je me suis concentrée sur trois grands axes. D'abord, comprendre les traumatismes historiques à partir de travers de concepts majeurs. Ensuite, analyser des cas comparatifs comme les pensionnats ou le MMIWG pour montrer comment ces traumatismes se manifestent encore aujourd'hui. Puis j'ai aussi utilisé le film de Alanis Obasawan sur Kanesatake pour montrer comment l'art et le cinéma peuvent devenir des outils de résistance, de documentation et de guérison. Mon intention aussi est de pas seulement d'exposer des faits ou de répéter des éléments théoriques. Je vais aussi montrer comment la guérison autochtone n'est pas simplement un retour à soi, mais un processus profondément collectif, spirituel et territorialisé. Et surtout, comment la recherche elle-même doit être transformée, décolonisée, pour ne pas reproduire les mêmes dynamiques de domination. Ma question est suivante. Comment la recherche et la création artistique peuvent-elles documenter le traumatisme historique tout en favorisant la guérison et le bien-être des peuples autochtones? Ce sujet est important aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de comprendre pourquoi le traumatisme vécu par les communautés autochtones ne peuvent pas être analysés uniquement comme les événements du passé. Parler du traumatisme historique, c'est reconnaître les dimensions intergénérationnelles de ces expériences. Des chercheurs comme Wesley Eskimo et Smolwaski ont montré que le traumatisme se transmet à travers des récits familiers, à travers les pratiques, à travers le silence même. Certaines héritent non seulement des douleurs, mais aussi de rapports perturbés à leur identité, à leur langue et à leur territoire. Troisièmement, c'est un sujet essentiel pour comprendre les mouvements contemporains de résurgence et de souveraineté. Quand les communautés reprennent la parole, réoccupent leur terre, ressortent leur langue et revendiquent le contrôle de leur savoir, elles ne font pas que résister. Elles guérissent. Elles reconstruisent des liens de continuité et elles réaffirment leur présence politique. Et finalement, ce sujet est important parce que nous avons, comme société, la responsabilité d'adopter des approches éthiques respectueuses qui ne se reproduisent pas dans les rapports coloniaux. Et pour moi, comme étudiante non autochtone, je dois écouter sans appropriation. J'ai utilisé une approche méthodologique qui combine des sources théoriques, des analyses de cas et une réflexion décoloniale sur les recherches. Mes principes sources incluent des auteurs qui travaillent spécifiquement sur les traumatismes historiques, comme Ayer et Halseth, ainsi que Wesley Eskimo et plusieurs lectures de Linda Tuiaui-Smith et Joseph Gahn. J'ai aussi mobilisé des études sur les pensionnats, la Commission de vérité et de réconciliation, et aussi sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui est sur les violences genrées coloniales. La décolonisation n'est pas la recherche implique une transformation éthique. Éviter l'appropriation privilégiée, le consentement, continuer, reconnaître la souveraineté narrative et favoriser la collaboration plutôt que la simple extraction des savoirs. Ensuite, j'ai utilisé le film d'Alanis Obasawan comme une source incontournable. Son œuvre documentaire offre non seulement une perspective autochtone sur les événements politiques majeurs, mais elle constitue une forme d'engagement, de résistance et de guérison. Le cinéma devient un espace de mémoire, un espace de transmission, un espace où la communauté peut se voir, se rencontrer et se reconnaître.
J'ai divisé le travail en 4 grandes parties qui fonctionnent comme un fil conducteur. La première partie s'adresse au cadre conceptuel du traumatisme historique et de la guérison. C'est vraiment la base, comprendre d'où vient cette idée de la traumatisme collectif, comment elle s'est développée dans la recherche et quoi il diffère des traumatismes individuels. Cette partie permet de comprendre la profondeur des impacts, mais aussi l'importance de la mémoire, de la transmission et de la continuité culturelle. La deuxième partie examine les cas comparatifs, en particulier ceux liés au pensionnat et à la crise de la femme et les filles autochtones disparues et assassinées. Ce sont deux exemples extrêmement parlants parce qu'elles incarnent des formes très différentes de la violence coloniale. Les pensionnats représentent une politique d'assimilation massive, alors que le MMIWG révèle des violences genrées et raciales contemporaines. En analysant ce cas ensemble, on voit comment des dynamiques historiques et actuelles se renforcent et se répercutent. La troisième partie est consacrée à l'étude du film de Linus Obosawan, Kanasake 2070 ans de résistance. Cette œuvre est essentielle parce qu'elle permet de comprendre le rôle de l'art comme outil de documentation, de résistance, mais aussi de guérison. Obosawan ne se contente pas de filmer, elle donne une voix, elle donne un espace, elle crée un récit qui appartient à la communauté. C'est un exemple puissant de la souveraineté narrative. Enfin, la quatrième partie. C'est une analyse générale qui rassemble les fils de sections précédentes. C'est là que j'explique comment la mémoire, le territoire et l'agression sont profondément interconnectés. Avant d'entrer plus en profondeur dans chaque des dimensions, j'aimerais présenter brièvement la structure générale de mon analyse. Donc, ces 4 parties ne sont pas isolées. Elles se répondent, elles se complètent et ensemble, elles offrent une vision large mais cohérente de ce que signifie le traumatisme historique et surtout de ce que signifie la résilience autochtone. Je vais vraiment entrer dans les fondations théoriques du traumatisme historique parce que c'est un concept qu'on utilise souvent mais dont on ne comprend pas toujours la profondeur. Le traumatisme historique est défini comme un traumatisme collectif causé par des violences systématiques prolongées qui se transportent de génération en génération. Contrairement au traumatisme individuel, il ne peut pas être séparé du contexte social, culturel, politique ou territorial dans lequel il est né. Les travaux de Wesley Eskimo et Smolowski sont très importants ici, parce qu'ils montrent que le traumatisme intergénérationnel n'est pas seulement une accumulation de douleurs individuelles, c'est un système. On parle d'impact qui se répercute dans les pratiques parentales, dans les dynamiques familiales, dans la confiance en soi, dans les sentiments de continuité culturelle, mais aussi dans la santé mentale. Les communautés héritent non seulement des histoires de rupture, mais aussi de la gestion quotidienne de cette rupture. D'autres chercheurs comme Aguirre et Halseth expliquent que le traumatisme historique touche aussi la langue, les récits, les traditions. Quand une langue disparaît ou est fragilisée, ce sont des manières entières de penser, de percevoir le monde, de comprendre le territoire qui devient plus difficile à transmettre. La perte linguistique n'est pas donc seulement une perte de mots, mais une perte de lien. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le traumatisme historique n'est pas seulement lié à des événements passés comme les pensionnats. C'est un traumatisme constamment réactivé par les inégalités présentes. Tant que le colonialisme structure encore les rapports sociaux, les politiques territoriales, les dynamiques institutionnelles, les traumatismes continuent de se manifester. Donc, comprendre le traumatisme historique, c'est reconnaître que la guérison doit être collective, culturelle et profondément ancrée dans les savoirs autochtones. C'est pour ça que les approches occidentales de la santé mentale ne suffisent pas. La guérison autochtone ne peut pas être séparée du territoire, des récits, des langues ou des pratiques spirituelles. Autochtone est une dimension centrale du sujet parce qu'elle offre une réponse qui dépasse les modèles thérapeutiques classiques. C'est une guérison collective, culturelle, territoriale et spirituelle. Elle repose sur l'idée que la santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, mais un équilibre entre le corps, l'esprit, la communauté et le territoire. Le territoire joue ici un rôle essentiel. Il n'est pas simplement un espace physique, il est porteur de mémoire, de relations et de responsabilités. Beaucoup de communautés expliquent que la guérison passe sur la reconnexion au territoire.
par les pratiques traditionnelles, par les cérémonies, par les rituels qui permettent de retisser les liens rompus par le colonialisme. Ces pratiques ne sont pas symboliques au sens occidental. Elles ont une fonction concrète de réparation. Les chants, les récits, les cérémonies de purification, les rituels collectifs permettent de transmettre la mémoire, mais aussi de la transformer. Ce sont des espaces où la douleur peut être exprimée, partagée et accueillie. La guérison ne cherche pas à effacer le traumatisme, mais à redonner un sens, à reconstruire un équilibre. Elle reconnaît la force communautaire, elle valorise les savoirs autochtones et elle refuse la fragmentation de l'individu. Ce qui est important, c'est que cette guérison ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit venir de la communauté. C'est pour ça que les processus de guérison sont liés au mouvement de résurgence, de revitalisation linguistique, de réoccupation des territoires, de renaissance de pratiques spirituelles et de reconstruction des structures politiques traditionnelles. La guérison, c'est aussi une affirmation de souveraineté. La recherche décoloniale vise à transformer les méthodes classiques de production de savoir, souvent influencées par le colonialisme en pratiques éthiques et respectueuses. Selon Linda Tuiaui-Smith, la recherche devrait devenir un acte de justice et de guérison plutôt qu'un simple outil d'observation. Dans cette approche, le chercheur ne se positionne pas comme un observateur externe, mais comme un partenaire engagé, respectueux des protocoles culturels et en relation de réciprocité avec la communauté. Le consentement n'est pas une formalité administrative, mais un processus continu où les communautés gardent le contrôle sur la diffusion de leurs récits et savoirs. Cette posture éthique permet à la recherche de devenir un lieu de collaboration favorisant la décolonisation du savoir et l'affirmation des peuples autochtones en tant que porteurs de leurs histoires et de leur propre vérité. Dans le comparatif, comme j'ai parlé, on va discuter des pensionnats et de la violence genrée. Donc, pour commencer, le système de pensionnat a été l'un des instruments les plus destructeurs du colonialisme au Canada. La CVR souligne les violences physiques, psychologiques et culturelles subies par milliers d'enfants séparés de leur famille. Ces établissements avaient pour objectif l'assimilation et l'effacement des identités autochtones. Les témoignages des survivants sont essentiels dans le processus de guérison. Partager son histoire permet de libérer la douleur, de regagner du pouvoir sur sa mémoire et de participer à une reconnaissance collective. La recherche participative valorise ces récits en considérant les survivants comme collaborateurs plutôt qu'un objet d'étude, transformant la mémoire en un outil de réparation. Pour l'enquête MMIWG, elle met en lumière un autre aspect du traumatisme colonial, la violence systématique basée sur le genre, touchant les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones. Cette violence résulte dans un ensemble de discriminations historiques, raciales, économiques et sociales. Les approches de guérison culturelle comme les cercles de partage, les cérémonies, les revitalages linguistiques restaurent la confiance et l'estime de soi et renforcent la souveraineté narrative, le pouvoir des femmes autochtones de raconter leur histoire selon leurs propres valeurs. Historique au Canada, il est impossible de passer à côté de la Kanesatake, plus connu dans les médias comme la crise d'Oka de 1990. Cet événement est souvent enseigné comme un simple conflit territorial ou comme un affrontement ponctuel entre policiers, militaires et membres de la communauté Mohawk. Pourtant, lorsqu'on se penche réellement sur ce qui s'est passé, on comprend que Kanesatake est un exemple complet de la façon dont la colonialisme structurel produit du traumatisme sur plusieurs générations, tout en donnant naissance à une résilience politique extrêmement forte. Dans mes propres recherches, une grande partie de ma compréhension de Kanesatake vient du documentaire de Linus Obasawan, Kanesatake 270 Years of Resistance. Le film a profondément guidé ma lecture du traumatisme historique. Obasawan ne se place pas comme un observateur extérieur. Elle est un témoin impliqué qui donne la parole, le visage et la dignité aux Mohawks. Grâce à son approche, on accède à une perspective intérieure qui concrétise radicalement les représentations médiatiques de 1990, où les Autochtones étaient souvent présentés comme des criminels ou des fauteurs de troubles. Pour moi, son documentaire devient un acte de résistance en soi, une façon de rétablir la vérité, de montrer la réalité de la violence coloniale vécue par la communauté.
À Kanasatake, le traumatisme historique ne commence pas en 1990. Il se construit depuis plus de 2 siècles par la déposition graduelle des terres mohawks, par l'imposition des systèmes de conseils de bande, par la revue des missionnaires, par les pensionnats, par la fragmentation des communautés et par le refus constant du gouvernement de reconnaître les souverainetés et la gouvernance traditionnelle. En 1990, lorsque la ville d'Oka a voulu agrandir son territoire de golf sur un territoire forestier sacré incluant un cimetière, il ne s'agit pas d'un projet anodin. C'est un rappel brutal d'un long processus colonial qui avait déjà paralysé la communauté. Pour leur ensemble ce que montre le cas du Canada en général et celui du Kanasatake en particulier, on comprend que la guérison autochtone n'est pas un simple processus psychologique ou individuel. Au contraire, elle se présente comme un mouvement collectif, politique, culturel et profondément enraciné dans les territoires. L'étude combine du traumatisme historique, des pratiques de guérison dévoile une dynamique où le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent constamment. Le traumatisme n'est jamais séparé de le colonialisme. Il est en la conséquence directe, et la guérison n'est jamais séparée de la résurgence. Elle en est une expression vivante. Ce que ces cas démontrent avant tout, c'est que le peuple autochtone ne guérisse pas malgré le colonialisme, mais contre lui. La guérison devient une forme de résistance parce qu'elle affirme des liens que les politiques coloniales ont tenté de briser. Les liens à la terre, aux ancêtres, à la langue, au rôle familial traditionnel, au système juridique autochtone et aux formes de gouvernance propres à chaque nation. Cette guérison n'est pas un retour nostalgique vers un passé figé. C'est une réactivation de conscience, de pratiques et de savoirs qui ont survécu malgré l'assimilation. Le simple fait de remettre de l'avant les cérémonies, la transmission intergénérationnelle, la présence des années et les formes narratives est en lui-même et un acte politique. L'analyse montre aussi que le traumatisme historique au Canada n'est jamais isolé dans le passé. Il continue à se manifester dans les structures contemporaines. Les interventions policières disproportionnées, les lois qui continuent d'encadrer la vie autochtone, la surreprésentation dans les systèmes de protection de la jeunesse ou dans les systèmes carcérales, et les difficultés d'accès aux soins psychologiques culturellement sécurisés illustrent que le colonialisme structure encore le quotidien. C'est pourquoi la guérison autochtone doit s'incarner dans un contexte décolonial. Elle doit changer la structure, pas seulement les individus. Le projet de guérison le plus efficace sont ceux qui sont conçus par la communauté elle-même, parce qu'ils reflètent leurs priorités, leurs valeurs et leurs réalités spécifiques. Ce qui révèle aussi le cas étudié, c'est que la guérison est fondée sur une forme de vérité profonde, une vérité qui ne peut pas émerger qu'acceptant de regarder les traumatismes tels qu'ils sont. Les enquêtes officielles, les témoignages des survivants, les recherches décoloniales et les programmes fondés sur les savoirs autochtones permettent de comprendre que la guérison commence par la reconnaissance de violences subies, mais qu'elle n'est pas si limitée. La guérison exige une transformation active. Reconquérir des espaces culturels, reconstruire des relations communautaires, redonner une place centrale au système de connaissances autochtones et affirmer une souveraineté qui a toujours existé, même lorsqu'on a été lié par l'État. Enfin, cette analyse montre clairement que la guérison autochtone ne peut pas être comprise à travers une perspective extérieure ou occidentale. Les approches de recherche décoloniale sont essentielles parce qu'elles refusent de réduire les peuples autochtones à des sujets d'étude. Elles remplacent les voix autochtones au centre, respectent les protocoles culturels, valorisent les récits et comprend que le savoir n'est pas seulement intellectuel, il est relationnel, spirituel et affectif et territoire. Ainsi, la guérison devient un espace où l'on répare non seulement les blessures, mais aussi les relations de connaissance elles-mêmes. Ce que révèle donc le Canada et Kanasatake, c'est que la guérison autochtone est un processus à la fois intime et profondément politique. Elle s'inscrit dans la lutte pour la reconnaissance réelle, pour l'autonomie, pour la continuité culturelle, pour la reconstruction d'un futur où les communautés ne sont plus contraintes de survivre, mais elles peuvent s'épanouir selon leur propre tour. Les autochtones s'ancrent dans 3 forces profondes, la mémoire, le territoire et la résilience. Ces forces vivent dans l'histoire, les gestes et les liens qui traversent les générations.
Quand la recherche et la création artistique sont faites avec respect, écoute et éthique, elles peuvent réellement soutenir cette guérison. Elles deviennent plus que des outils. Elles y avait des espaces pour examiner, pour transmettre, pour honorer ce qui a été blessé, mais jamais brisé. Le milieu académique a alors une responsabilité de valoriser les savoirs autochtones, collaborer avec les communautés et participer activement à la décolonisation des connaissances. C'est une façon de reconnaître la dignité, la profondeur de savoir. Parce qu'au final, la recherche ne sert pas seulement à observer les communautaires, mais elle peut aussi soigner, porter la mémoire et renforcer la vitalité culturelle. Elle peut accompagner des histoires qui continuent de vivre et de se révéler. Merci. Avez-vous des questions?